Bonjour et bienvenue dans les 4V. Laurent Berger, vous publiez donc ce livre, Du mépris à la colère, essai sur la France au travail, qui sortira le 19 mai aux éditions du Seuil. Un livre qui est à la fois au cœur de l'actualité, mais qui prend aussi le temps de se poser sur ce qu'est le travail. On va y venir. Mais pour commencer, je crois que vous avez rendez-vous ce soir à 19h30 à Matignon avec la Première ministre. Vous êtes sur quelle ligne? Celle de Sophie Binet de la CGT qui dit il n'y aura pas de retour à la normale si la réforme des retraites n'est pas abandonnée, ou vous dites cette fois, allez, on passe à autre chose, on avance, les retraites, c'est terminé? Je suis sur la ligne de la CFDT, ça va étonner personne. La ligne de la CFDT, ça ne sera pas comme avant. Ouais. C'est clair, il y a un ressentiment, une colère dans le monde du travail, sentiment d'avoir été maltraité, sentiment justifié. Et donc, ce qu'on va dire à la Première ministre, c'est d'abord, on va lui parler des retraites, en disant qu'il y a un nouveau rendez-vous à l'Assemblée nationale le 8 et qu'il faut laisser le vote d'une proposition de loi. Il faut laisser faire ce rendez-vous, voilà. Et on va lui dire, il faut aussi réparer ce que vous avez un peu abîmé dans le monde du travail. Mais concrètement, vous êtes prêt à avancer sur des nouveaux dossiers? Mais quand vous êtes syndicaliste, vous êtes prêt à avancer sur l'action des salaires. Ouais. Il y a un problème salarial, on l'a vu y compris tout à l'heure sur votre antenne, avec un problème qui touche le pouvoir d'achat des travailleurs et des salariés. Il y a un problème de conditions de travail, d'organisation du travail. Il y a des problèmes de protection sociale. Vous savez par exemple que la prévoyance, c'est un dispositif qui n'existe que pour les cadres dans notre pays. Et pas pour les salariés, ouvriers ou employés. Sur les salaires, donc, on va faire des propositions extrêmement concrètes. Comme Sophie Binet, est-ce que vous allez demander de l'indexation des salaires sur l'inflation? Non, mais d'abord, on ne va pas faire comme la CGT, sinon on serait à la CGT. Donc nous, ce qu'on va demander, c'est que dans les branches, il y a 151 branches sur 171 qui sont en dessous du SMIC aujourd'hui. On va demander qu'il y ait une conditionnalité des aides publiques. Il y a des aides qui sont versées aux entreprises pour les aider à créer de l'emploi. Ouais. Eh bien, il faut que ce soit conditionné au fait qu'il n'y ait aucune branche qui soit en dessous du SMIC. Aujourd'hui, il y en a 151. Il faut que les patrons se mettent autour de la table et décident d'avoir des progressions de salaire qui commencent au SMIC et qui progressent ensuite. Aujourd'hui, on peut rester 8 ou 10 ans selon les branches professionnelles au SMIC. Il faut plus d'aide pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu. Il faut celles qui ne joueraient pas le jeu, il faut les conditionner. Il faut un avis conforme, c'est un peu technique, mais il faut que le comité social et économique se prononce si ces aides, elles sont justifiées ou pas justifiées. Si elles ne le sont pas, il faut arrêter de les verser si l'employeur ne joue pas le jeu en termes de progression salariale. De 4 jours, vous l'évoquez dans votre bouquin, la semaine de 4 jours. Nous aurons bientôt un débat, j'en suis convaincu, au cours de la semaine de 4 jours. Des gens vont se disputer sur les plateaux de télé pour ou contre. Est-ce que c'est un des points clés aujourd'hui? Non, c'est pas, je dis ça dans ce livre parce que je parle de l'organisation du travail. Et je dis qu'il faut laisser dans les entreprises, il faut mettre dans les entreprises l'organisation du travail comme un sujet de négociation obligatoire. C'est-à-dire que ce que nous dit ce conflit sur les retraites, mais ce que nous dit le monde du travail depuis longtemps, c'est que les salariés, ils en ont marre qu'on les consulte jamais, qu'on les écoute jamais sur la façon dont ils voudraient exercer leur travail, exercer leur métier. Et donc, la question de l'organisation du travail doit être un sujet de négociation obligatoire. Et dans ce cadre-là, oui, le sujet des 4 jours va venir. Et ce qui serait vous demandez, en gros, si je comprends bien, vous ne demandez pas les 4 jours pour tout le monde? Non, parce que ce serait terrible. Vous savez, je crois que si on veut faire évoluer les choses dans le monde du travail, il va falloir partir des réalités concrètes qui ne sont pas les mêmes pour chaque secteur professionnel, pour chaque champ professionnel. Et donc, je crois que ce serait une erreur d'en faire un débat un peu idéologique, comme on sait bien le faire dans notre pays, c'est-à-dire pour ou contre la semaine des 4 jours. Ça peut être très intéressant dans certaines entreprises, il faut le pousser, il faut le négocier. Dans d'autres, ce sera d'autres systèmes d'organisation du travail qu'il faudra mettre en place. Vous allez lui apporter du champagne ce soir, Elisabeth Borne, ou pas? Non, c'est pas prévu. Vous savez que c'est son anniversaire. Un an à Matignon aujourd'hui. Ah oui, Vous lui souhaitez quoi pour cet anniversaire-là, Elisabeth Borne? Je souhaite que, concernant le droit des travailleurs et des travailleuses, concernant la situation du monde du travail, on passe d'une période où on est passé, c'est le titre de mon livre, du mépris à une colère, une profonde colère, qu'on passe à de la reconnaissance, du respect et de l'amélioration de la situation des salariés. Vous avez écouté le chef de l'État hier soir sur TF1 aux 20h ou pas? En replay. Oui, en replay. Il annonce 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes à échéance 2027. Vous applaudissez ça ou pas? Non, j'applaudis pas parce que d'abord, il n'y a aucune précision sur la façon dont ça va s'exercer. Et c'est encore une vision très particulière. Ça ne fait pas une politique sociale, une baisse des impôts. Ça ne fait pas une augmentation des salaires. Ça ne fait pas une amélioration des conditions de travail. Ça améliore les conditions de vie quand même pour les foyers en difficulté. Vous avez quand même noté qu'il l'a dit selon l'amélioration de la situation financière du pays. Donc pour l'instant, c'est extrêmement flou. Moi, je crois qu'il y a un problème fondamental. C'est que ce gouvernement, il s'est privé. Le président de la République, il se prive d'un ressort qui est une autre répartition des richesses, et notamment par le biais de la fiscalité.
tant mieux si ça peut aider des ménages, il n'est pas question de cracher là-dessus, mais ce n'est pas par la baisse des impôts, parce que comment on va financer l'éducation? Dans le même temps, il dit ça, comment on va financer l'hôpital public? Comment on va financer la transition écologique, qui est un enjeu fondamental dont on ne parle pas assez? Donc, c'est une baisse des impôts qui va appauvrir le pays au final, c'est ce que vous redoutez? C'est une baisse des impôts qui est une réponse à la classe moyenne dont on ne sait pas exactement ce qu'elle est, il n'y a aucune précision, et c'est une forme de paresse à ne pas vouloir regarder autrement la politique fiscale dans notre pays. Vous n'êtes pas tendre avec lui dans votre livre, Emmanuel Macron. Quand on exerce une responsabilité, qu'on soit manager, responsable syndical ou président de la République, on doit se souvenir qu'en face, il y a des adultes responsables et pas des enfants à qui il faudrait expliquer des choses qu'ils n'auraient pas comprises. Vous utilisez aussi les mots orgueil et mépris. Ce mot mépris, il l'a récusé hier soir. Vous le maintenez, vous, ou pas? Oui, je le maintiens, je le persiste et signe. Il y a une forme de mépris et qui est liée sans doute à une forme de méconnaissance de ce que sont les réalités du travail. Je crois qu'il n'a pas compris. Hier, il a même dit qu'il y avait finalement pas tant de ça, que ça de grévistes. C'est la profondeur du monde du travail qui s'est exprimée dans ce mouvement des retraites, y compris dans la diversité professionnelle, avec des gens de tous les secteurs professionnels qui sont impactés par cette réforme des retraites. Et c'est pas vous aussi qui avez été un peu braqué avec lui? On sait que les relations ont été compliquées depuis le début, etc. C'est vraiment toute sa faute, là. C'est vraiment lui, le mépris, c'est lui qui écoute pas. C'est pas moi qui préside ce pays. C'est le mépris, oui. Ouais. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est le mépris avec les réalités sociales. Moi, je ne dis pas que tout est de sa faute. Je ne crois pas que dans un pays, ça concentre sur une seule responsabilité. Mais en tout cas, cette façon verticale d'exercer la responsabilité, d'essayer de mettre de côté les corps intermédiaires et les organisations syndicales, on ne peut que le constater depuis 2017. Oui, il a dit « je suis ni vertical ni horizontal, moi je dis ce que je pense et je fais ce que je dis ». Ouais, il vous a un peu répondu dans notre ça fait un petit moment qu'il essaye de répondre à ça, mais en fait, le problème, c'est pas simplement c'est nous. Un pays, c'est collectif, c'est nous. Et un monde du travail, c'est collectif, c'est divers. Et il faut, je crois, de plus en plus aller vers de la co-construction, écouter les corps intermédiaires, écouter les élus locaux, etc. Et pourtant, sur l'écoute, vous avez des points communs, parce que vous racontez que vous, depuis 10 ans, chaque semaine, vous allez à la rencontre de salariés, et que la première question que vous posez aux gens, c'est « racontez-moi ce qui se passe ici ». Emmanuel Macron, il croise quelqu'un, il lui dit « dis-moi comment tu sens les choses, dites-moi comment vous sentez les choses ». Vous êtes aussi un peu ni droite ni gauche quand vous parlez du travail. Vous dénoncez d'un côté ceux pour qui le travail est donc décrit soit comme une contribution imposée et nécessaire à une charge collective, et de l'autre ceux qui le voient comme un fardeau. Là, vous parlez de la gauche qui, et je vous lis encore, a souvent vu le travail comme un élément d'exploitation avec une vision assez misérabiliste. Non, ce que je dis, je ne crois pas du tout avoir ces points communs avec le président de la République, mais peu importe. Ce que je dis, c'est qu'il y a un impensé politique sur le travail. Entre ceux qui pensent que c'est seulement une force productive et qui nie la réalité sociale qui est derrière et l'apport que peut être le travail pour les citoyens. Ceux qui pensent que c'est seulement une souffrance. Et ceux qui pensent que c'est seulement une souffrance, il faut remettre le travail au cœur du débat public, et on ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce que ça ne passe pas forcément que par des lois, ça ne passe pas que d'un niveau national. Il faut qu'on redonne des marges de manœuvre. Je le dis aussi, les meilleurs experts du travail, ce sont les salariés eux-mêmes. Ils ne laissent pas leur cerveau au vestiaire quand ils arrivent au travail, et il faut reconstruire avec eux un monde du travail qui reconnaissent les travailleurs et travailleuses, qui apportent de quoi vivre décemment, de bonnes conditions de travail, et je crois aussi un lieu d'émancipation. C'est un peu une déclaration d'amour aussi au travail, ce livre. C'est assez étonnant d'ailleurs quand on découvre ça. Vous dites qu'on le voit trop souvent comme un problème, le travail. Je savais que le travail n'était pas toujours facile, mais qu'il pouvait rendre heureux, écrivez-vous. C'est pas une vision un peu naïve quand même? Il y a beaucoup de gens, et vous les rencontrez, pour qui le travail est une souffrance. Il y a beaucoup de gens pour qui le travail a une part de souffrance, mais il y a beaucoup de gens, l'enquête qu'on a réalisée qui s'appelait Parlons Travail, avec plus de 200 000 répondants, qui montrait que les gens sont plutôt fiers de leur travail, mais qu'ils veulent l'exercer dans de bonnes conditions. Et donc, vous savez, c'est comme plein de choses dans la vie que vous aimez faire. Si vous faites du sport, parfois ça vous fait suer de sortir pour le faire, mais après vous êtes content de le faire. Le travail, c'est pas du sport, c'est évidemment très différent. Ça peut être un lieu de souffrance, d'exploitation, d'aliénation, mais ça peut être un lieu de réalisation, et c'est à ça que j'appelle finalement. Vous savez, vous pouvez pas être syndicaliste si vous n'avez pas envie d'améliorer la vie au travail. Si vous considérez le travail c'est pourri, c'est tout pourri, il faut faire autre chose que syndicaliste. Moi, je crois que c'est un lieu d'émancipation, un lieu de réalisation. Regardez, quand vous prenez l'apéro avec des nouveaux voisins, au bout de il ne se passe pas 30 minutes avant qu'on vous demande ce que vous faites. On sait ce que vous faites, mais ce que vous faites ça veut dire que ce que vous faites comme travail. Et donc, il faut le rendre plus soutenable, plus respectueux des travailleurs et des travailleuses. C'est ça le boulot d'un syndicaliste. Sur l'apéro, il y a par parenthèse une petite anecdote marrante, ce que vous appelez l'apéro muscadet. C'est le patron qui, le vendredi, ouvre une bouteille de vin blanc pour dire ça, c'est du dialogue social des amis, alors qu'en fait, c'est rien du tout. Vous parlez aussi de la nécessaire meilleure répartition des richesses, en rhabillant au passage le patron de Stellantis et ses 23,5 millions d'euros de rémunération l'année dernière, de fiscalité. Vous expliquez que vous êtes pour une économie de marché régulée. Vous parlez d'écologie, de la fin du moteur thermique, du vivre
ensemble. Vous aurez Bonnier, ça ressemble quand même à une ébauche de programme politique, tout ça, non? Pour tous ceux qui voudront s'en saisir. Non, ça ressemble à une vision du travail et une place du travail centrale dans une société, mais qu'il faut traiter. Ouais, le travail, être syndicaliste, c'est aussi une des différences qu'on a eues d'appréciation avec le président de la République. Être syndicaliste, c'est pas se limiter à la seule question du travail, c'est montrer que le travail, c'est aussi un outil de démocratie. Moi, je suis persuadé que quand on améliore la vie au travail, on améliore la démocratie. Dans à peine plus d'un mois, le 21 juin, Laurent Berger, vous allez rendre votre tablier. Quel goût vous allez garder de ces 11 années, vous qui précisez que vous n'êtes ni sociologue, ni économiste, ni futurologue? Moi, je vais garder le goût de la rencontre, le goût des travailleurs et travailleuses que j'ai rencontrés. Ce sont des dizaines de milliers par ces déplacements. Et j'ai envie qu'on parle un peu plus d'eux et parfois un peu moins de l'écume. Il y a aujourd'hui des gens extraordinaires dans le syndicalisme comme dans le monde du travail et qui ont parfois le sentiment que le débat qui se déroule ne parle pas d'eux. Et vous ferez quoi après? Du baby-foot avec Philippe Martinez? Je ne sais pas encore. On va se voir avec Philippe Martinez après. On boira un verre. Ouais. Et vous avez de ses nouvelles ou pas? Oui, j'ai de ses nouvelles, ouais, bien sûr. Oui, ça va. Ouais, j'ai quand même l'impression que ça matche mieux entre lui et vous qu'entre Sophie Binet et vous, non? C'est une impression? Non, mais on se connaît depuis plus longtemps. Mais non, mais bien sûr que j'ai des nouvelles. Vous savez, c'est pas facile de partir pour un syndicaliste. C'était pas facile pour Philippe, c'est pas facile pour moi. Mais faut louer la pratique démocratique, l'éthique de responsabilité qui sont les nôtres. C'est quand on a fait notre temps, on passe et on passe la main et on passe à autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas délivrer quelques messages avant de partir. Et l'intersyndicale perdurera au-delà de votre départ aussi à vous? Oui, et je pense qu'il faudra tenir compte de la maturité qui a été la nôtre dans la façon de travailler les uns avec les autres et que ça appartiendra à Marie-Lise Léon du côté de la CFDT de le faire. Merci Laurent Berger d'être venu dans les 4V. Merci. Je rappelle que votre livre Du mépris à la colère, essai sur la France au travail, est publié aux éditions du Seuil. Merci et bonne journée. Merci.